Moi, j'entends, hein, très bien. Mais moi également, j'entends bien. Oui, je pense que nous avons des participants qui ont commencé à rejoindre la salle. Donc, je vais donner juste une minute avant de commencer. On va juste donner deux minutes à tout le monde pour s'installer. Nous allons commencer. Bonjour et bienvenue au webinaire de ce jour qui va se focaliser sur l'agriculture familiale. Nous avons avec nous un très bel éventail de panélistes. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints ce matin, surtout au lendemain d'un jour férié. Nous allons donc commencer avec Jean-Michel Souriceau, qui est économiste et chercheur au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement France, et aussi directeur adjoint de l'unité mixte de recherche Acteurs, ressources et territoires pour le développement, ARDEV. Après un doctorat sur les stratégies des ménages dans les grands systèmes irrigués en Afrique de l'Ouest, dans le delta du Sénégal et l'Office du Niger au Mali, il a travaillé sur la pluriactivité des familles rurales et ses implications pour penser les politiques de développement territorial.
Il a travaillé en Nouvelle-Calédonie de 2005 à 2010, où il a initié une grande enquête sur l'économie des tribus Kanak, avec un accent particulier sur les échanges non monétaires. Depuis 2010, il est basé à Montpellier. La multifonctionnalité de l'agriculture et la diversité des agricultures familiales à travers le monde sont des thèmes récurrents qu'il aborde en mettant en œuvre les recherches finalisées. Il a été responsable de la coordination des événements et de la publication scientifique du CIRAD pendant l'année internationale de l'agriculture familiale 2014 et est aujourd'hui le point focal du CIRAD sur ce thème. Il participe activement à la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale lancée à Rome en avril 2019. Récemment, ses recherches se sont concentrées sur les voies d'intensification de l'agriculture face aux défis démographiques de l'Afrique subsaharienne, en articulant des approches à l'essai des ménages et une perspective territoriale et anticipatrice des transformations économiques et sociales au Mali, au Sénégal, à Madagascar, au Togo et au Burkina Faso. Merci donc d'accueillir Jean-Michel Soulisso. À vous la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité à ce webinaire. Merci pour cette présentation assez exhaustive de ce que j'ai fait et pas fait. Voilà, donc je vais parler sans PowerPoint, sans images. Hein. On dit que les chercheurs font beaucoup de recours aux chiffres, etc. Je vais essayer de ne pas trop vous assommer avec quelques chiffres. Et je tiens à vous prévenir d'abord que mon propos sera forcément réduit. Hein. Il y a 10 minutes, donc du coup, le sujet est quand même assez large. Donc, je vais exprès me focaliser sur quelques sujets qui dans mon unité de recherche et je pense dans pas mal de projets de recherche aujourd'hui, sont assez présents sur la question de l'agriculture familiale en Afrique subsaharienne et en particulier sur les questions d'emploi et les questions d'agroécologie. Voilà, donc je préviens d'entrée que mon propos sera un peu resserré. Quand on parle d'agriculture familiale, on se réfère souvent à la définition de la FAO, hein, qui dit que l'agriculture familiale englobe toutes les activités agricoles reposant sur la famille. Et cette famille permet d'organiser la production agricole, forestière, halieutique, pastorale et aquacole, et est gérée et conduite par une famille et qu'elle repose principalement sur la main-d'œuvre familiale, tant celle des femmes que celle des hommes. Donc, c'est une définition qui est assez large et qui introduit cependant quelque chose d'assez précis qui est le lien entre la famille et la production. Dans les travaux qu'on a pu mener, nous, de notre côté, on a ajouté quelque chose sur le lien organique entre unité familiale et unité de production et que les deux coévoluent, enfin, évoluent ensemble, et c'est ça qui fait la caractéristique. Par contre, cette définition est plutôt large, en fait, quoi. Quand on dit « repose principalement sur la main-d'œuvre familiale », on voit qu'on est dans des catégories qui ne sont pas forcément fermées. Et du coup, on a du mal ensuite à repérer exactement et à cibler exactement qui relève de l'agriculture familiale ou pas. C'est pour ça que ces derniers temps, et notamment sur le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui s'est tenu récemment, il y a eu beaucoup de débats aussi sur la place de l'agriculture familiale dans les systèmes alimentaires. Alors, on parle de 60, 70, 80% de la production agricole et alimentaire mondiale. On parle de l'occupation de 70 à 80% des terres arables. Mais du coup, comme les catégories ne sont pas super fixées, ce n'est pas évident d'avoir des chiffres stricts. Mais ceci dit, même quand on parle de 10 à 20% d'écart, le fait est que quand même tout le monde s'accorde pour dire que les agricultures familiales continuent à dominer assez largement la production agricole dans le monde. Et c'est encore plus vrai en Afrique subsaharienne, où on en parlera peut-être. Il y a une faiblesse des grandes structures à dimension plutôt capitalistique, et celles-ci ont du mal à se développer, et elles se développent en tout cas dans des endroits assez particuliers, dans des niches géographiques, notamment sur les zones irriguées ou sur des filières particulières, quoi. Mais le fait est que, quels que soient les chiffres que l'on puisse poser, et même s'il y a débat sur ces chiffres, l'agriculture familiale domine. Donc, à votre question qui était quelles sont les places et les rôles de l'agriculture familiale au sein des systèmes alimentaires locaux, régionaux et globaux, on peut dire que cette place est très importante. Et nous avions montré à l'époque que cette domination de l'agriculture familiale n'était pas réservée aux seules cultures dites vivrières. Cette domination est aussi vraie sur des filières type arachide, cacao, café, EVA, coton, noix de cajou, même huile de palme. Finalement, c'est les principaux producteurs sur ces filières-là qui alimentent le marché mondial en Afrique subsaharienne, depuis l'Afrique subsaharienne, sont aussi le fait de structures familiales de production. Donc, il ne faut pas non plus catégoriser. Donc, une place très, très importante.
Et pour compléter le portrait sur la place de ces agricultures familiales dans les systèmes alimentaires en Afrique subsaharienne, je voudrais parler de l'emploi aussi. On est une des caractéristiques très fortes de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Ça reste sa spécialisation primaire. La plupart des richesses produites en Afrique subsaharienne, vous le savez, sont dans l'agriculture et dans l'économie extractive dans les mines. Et comme on a une conjonction en fait entre une très forte croissance démographique, qui est aussi une des spécificités de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, qui est la seule région du monde à ne pas avoir achever sa transition démographique, on se retrouve avec une spécialisation primaire et croissance démographique, en particulier l'augmentation dans les zones rurales, qui fait que l'agriculture occupe à peu près 70% des actifs, avec des différences assez importantes entre pays, et avec là aussi des questions sur les chiffres. Mais le fait est que l'agriculture familiale est de loin la structure de production qui occupe le plus d'actifs en Afrique subsaharienne. Donc, au-delà de son rôle sur l'agriculture et sur les systèmes alimentaires, on peut aussi dire que le poids est massif sur le nombre d'emplois. Alors, les systèmes alimentaires, maintenant, pour recibler là-dessus, on a parlé de la production beaucoup. Les systèmes alimentaires sont aussi soumis à un manque d'industrialisation en Afrique subsaharienne. Et les produits, finalement, sont peu transformés, ou s'ils sont transformés, ils le sont dans des process plutôt artisanaux qui engagent peu de capital. Et au final, même si on a là aussi des variations entre les pays, les études les plus récentes qui essayaient de capter l'emploi dans les systèmes alimentaires montrent que la production continue d'occuper en gros 80% des actifs dans les systèmes alimentaires. On n'a que 2 à 5% des actifs occupés dans la transformation des produits alimentaires et 10 à 20% des actifs qui sont dans les segments de la commercialisation. Et ça, c'est une vraie différence aussi par rapport à d'autres endroits du monde. On a un focus assez fort sur la production et c'est justement peut-être là un levier qui est assez fort sur les segments aval de la production. On va en reparler. Donc, du coup, si on ajoute aussi ces structures de transformation et ces structures de consommation, de commercialisation, qui sont aussi sur des bases familiales, on se retrouve en fait avec des systèmes alimentaires qui sont très fortement pilotés par des économies de type familial. Alors, la deuxième question, c'était comment se portent ces exploitations agricoles familiales? Globalement, plutôt mal quand même, si on en suit les critères habituels de revenus et de bien-être. En particulier, sans vous assommer de chiffres, on compte aujourd'hui de 265 millions de personnes sous-alimentées en Afrique subsaharienne. La grande majorité sont des agriculteurs et la grande majorité sont des agriculteurs familiaux. Et pareil, si on ajoute si on compte les 725 millions de personnes qui souffrent aujourd'hui encore de la faim en Afrique subsaharienne, ce sont aussi des ruraux qui vivent de l'agriculture et donc des agricultures familiales. Et cette situation est plutôt en train de se dégrader, notamment sur la question de la sécurité alimentaire qui touche ces exploitations agricoles familiales-là. On se rend compte que la situation, alors qu'on avait noté une amélioration dans les années 2000, à partir des années 2010, on note une dégradation à nouveau avec des inquiétudes assez fortes. Et conjointement à ce tableau-là, de l'insécurité alimentaire qui touche plutôt les campagnes, on a aussi des écarts de revenus assez forts entre les zones rurales et les zones urbaines et qui continuent à alimenter un sentiment de pauvreté. Par contre, je voudrais signaler que là-dessus, parce que c'est un point important, on a toujours l'imaginaire d'une Afrique qui s'urbanise très vite et qui s'urbanise très vite à cause de l'exode rural. En fait, on se rend compte aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que d'une part, le croît démographique des villes est plutôt lié à leur croît naturel, avec des fortes démographies qui sont dans les villes, et donc du coup, les villes augmentent de par leur croît démographique, et qu'il n'y a plus vraiment de processus d'exode rural en ce moment, et que ce qu'on observe plutôt, c'est une densification des territoires ruraux, avec des villages qui deviennent des bourgs secondaires, et donc du coup, on a un maillage qui est particulier, mais une urbanisation qu'on appelle un processus d'urbanisation par le bas. Et cette urbanisation-là renvoie aussi à la question de finalement, si les gens ne se déplacent plus de la ville, de la campagne vers la ville, c'est peut-être aussi que ces questions de pauvreté et d'attractivité du monde agricole peuvent être relativisées par rapport à ça. Et en tout cas, ça dénote aussi, et là on va en reparler beaucoup sur les questions de systèmes alimentaires, qui a un point particulier qui sont les villes secondaires, qui peinent à être des vrais relais de développement et à être des vrais relais pour des systèmes alimentaires durables. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. On se focalise beaucoup sur la production et sur la consommation dans les grandes villes. Il y a aussi des marges de manœuvre très, très importantes, vu le processus d'urbanisation actuellement en Afrique, sur les bourgs secondaires. Et là, on a vraiment des éléments assez forts à prendre.
Les grands défis et les menaces pour l'agriculture familiale aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Je n'ai que 10 minutes, donc je vous avais dit, je vais me concentrer sur le défi de l'emploi parce qu'il me semble que c'est un défi qui est peu relevé jusqu'à présent. On est, je l'ai dit, dans un contexte de très forte croissance démographique avec faible ou peu d'industrialisation. Et ça, c'est du coup la majorité des pays d'Afrique subsaharienne ne vont pas, à court terme et même à moyen terme, diversifier leurs économies de façon rapide. Et donc, du coup, le processus habituel de développement qui est de moderniser l'agriculture, une sortie de l'agriculture vers les secteurs secondaires industriels et ensuite vers les secteurs tertiaires, on peut difficilement l'imaginer dans les quelques décennies qui arrivent aujourd'hui en Afrique subsaharienne. Ce qui veut dire que l'agriculture, et en partie l'agriculture familiale, va devoir fournir de l'emploi à ces pays, à ces économies, et encore pour longtemps. Et que cette dimension d'une agriculture qui soit inclusive et qui fournisse de l'emploi doit être vraiment prise en compte fortement. Quelques chiffres, là encore, pour juste poser le problème. Dans les 4 prochaines décennies, les Nations unies nous expliquent que l'Afrique subsaharienne va gagner 1,4 milliard d'habitants. C'est 2 fois plus que sur les 4 dernières décennies. Dans le même temps, la Chine et l'Europe perdront des habitants et l'Inde ne grandira, entre guillemets, que de 250 millions d'habitants. Ça veut dire que l'Afrique subsaharienne expliquera plus de 70% de la croissance démographique mondiale. Et ça va se traduire concrètement par une arrivée massive de jeunes sur le marché du travail. En 1980, il n'y avait que 6 millions de jeunes qui arrivaient chaque année sur le marché du travail en Afrique subsaharienne. Ils sont 22 millions aujourd'hui, dont 13 millions de ruraux, et ils seront 40 millions en 2050, dont 17 millions de ruraux. Donc du coup, l'objectif, le défi d'avoir une agriculture qui soit inclusive en travail, et il me semble massif. Et pour ce coup, il me semble que l'agriculture familiale a vraiment des capacités importantes et des atouts importants pour créer ces emplois, tout en garantissant des moyens d'existence décents aux populations rurales et en répondant à des demandes de plus en plus importantes de produits de qualité, nutritifs et sains à des prix raisonnables. Donc l'agriculture familiale a des atouts, mais il ne faut pas négliger le fait que, et là ça fait partie plutôt des menaces, que le recours à l'agrobusiness est quand même toujours une réponse qui est plutôt fréquente aux défis de l'agriculture en Afrique subsaharienne, sans que cette question de l'emploi soit vraiment mise en avant. On argumente souvent sur des questions d'augmentation de la productivité du travail et donc du coup de capitalisation de l'agriculture pour la moderniser, pour la rendre plus attractive, etc. Donc, on est plutôt sur des logiques de type révolution verte qui seraient adaptées à l'Afrique subsaharienne, mais qui seraient plus adaptées à des modèles fortement capitalistiques de type agrobusiness. Et là, il y a un débat vraiment assez fort sur, par rapport à cette dimension de l'emploi, quel type de système on favorise par rapport à ça. Mais du coup, là, on a parlé beaucoup de la production, et là aussi, on a un potentiel qui est grand, sûrement, en aval des systèmes alimentaires. Je l'ai dit, pour l'instant, les segments de la transformation et de la commercialisation sont moins représentés en termes de volume d'emploi, et là, il y a des marges de manœuvre importantes. Des études très récentes estiment qu'on a des gains en emploi qui sont estimés en gros à 20% dans la transformation et à près de 40% dans la commercialisation pour les prochaines années. Et en particulier, il y a un volet qui est peu traité souvent, excusez-moi, mais qui mériterait attention, qui est la restauration hors domicile. Et on estime que sur ces segments-là, il peut y avoir, en lien avec des agricultures familiales performantes, en lien avec des systèmes alimentaires qui seraient refondés, des possibilités d'emploi aussi très forts à ce niveau. Il y a là un réel défi de diversification économique originale, d'augmenter le segment de la transformation et de la commercialisation sur des bases locales. Et ça rejoint aussi très fortement ce que je vous disais sur le nœud des villes secondaires. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les industries agroalimentaires en Afrique subsaharienne, elles sont excessivement focalisées dans les capitales, dans les grandes villes, et que les bourgs secondaires peinent à prendre le relais de ces capitales en termes de transformation et en termes de développement d'un artisanat ou d'une industrie agroalimentaire. Et là, il y a un vrai défi qui serait effectivement de connecter les agricultures familiales dans les territoires, aux villes dans les territoires, pour avoir des systèmes de transformation et pour développer des systèmes alimentaires partant de la base, partant des territoires, qui soient viables et qui favorisent le développement de l'agriculture familiale, en même temps que des systèmes alimentaires qui soient sains et qui permettent d'alimenter ensuite
les villes de façon correcte. Donc là, il y a effectivement des leviers qui sont assez forts, des défis qui sont assez forts sur cette question des systèmes alimentaires. Il y avait la question aussi des opportunités de transformation de l'agriculture familiale. Et là, je vais insister sur un point particulier qui pourrait peut-être être critiqué par les collègues des panélistes, on verra ça. Mais je voudrais insister sur l'idée d'une transition agroécologique qui est aujourd'hui à l'œuvre. Et il me semble que cette question de la transition agroécologique doit être vraiment connectée à la fois au développement, aux potentialités de l'agriculture familiale et en même temps aux potentialités de développement des systèmes alimentaires. Il y a une transition agroécologique qui commence à être dans les politiques publiques, qui commence à émerger et qui permettrait, selon moi, de rendre les agricultures familiales moins dépendantes d'acteurs et d'intrants externes, donc de les rendre plus durables aussi, et en même temps d'augmenter leurs performances, les performances des systèmes traditionnels, en respectant les savoirs locaux et les équilibres locaux dans la gestion des ressources naturelles. Et cette question de l'agroécologie, à mon avis, on commence à avoir des solutions, on commence à avoir des réponses. Il y a un fort travail de la société civile, des organisations paysannes et de certains organismes de recherche sur cette question-là. Il me semble que là, à travers une transition agroécologique bien pensée, territorialisée, localisée, on peut avoir des leviers importants et on peut avoir une opportunité très, très, très forte pour la transformation de l'agriculture familiale et des systèmes alimentaires dans leur ensemble. Parce que là, pour le coup, si on applique une agroécologie qui soit vraiment locale, qui valorise les processus naturels dans les processus de production, alors il me semble que l'agriculture familiale a des atouts à faire valoir par rapport à des systèmes de type agrobusiness, de type agro-industrie, qui sont plus dans des reproductions de modèles artificialisés que de valoriser les ressources naturelles locales. Et donc là, il y a vraiment un levier assez important de mon point de vue. Mais si on parle système alimentaire aussi, on sait depuis les travaux de Gliessman, depuis les travaux aussi du Comité pour la sécurité alimentaire, et il y a beaucoup de travaux qui sont menés actuellement qui renvoient au fait que l'agroécologie ne doit pas rester enfermée dans la question de la production et que l'agroécologie doit aussi diffuser dans les systèmes alimentaires. Et là, il semble qu'il y a des leviers aussi très forts, je l'ai déjà dit, mais que de ne pas considérer l'agroécologie que à l'échelle de la production, mais regarder l'agroécologie à tous les niveaux des systèmes alimentaires. Et Steve Gliessman prônait pour une réforme des systèmes alimentaires mondiaux. Il me semble que ça a été un peu débattu, à mon goût, pas assez dans le sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui vient d'avoir. Mais cette question de réfléchir l'agroécologie, non pas simplement dans les segments de la production, mais dans sa connexion avec des systèmes de transformation et des systèmes de commercialisation et des valorisations de prix aux commerçants, aux consommateurs qui soient conformes avec l'agroécologie, là, il y a des marges de manœuvre très importantes et des opportunités de transformation très fortes. Donc, du coup, pour ne pas prendre tout le temps, je vais conclure. En bon chercheur, j'ai plus d'éléments de diagnostic que d'éléments de recommandation pour les politiques publiques. Mais il me semble quand même que par rapport à ce que je viens de dire, il y a deux grandes orientations articulées qui me sembleraient importantes pour, si on veut en fait développer des actions et des priorités en faveur de l'agriculture familiale et de leur poids dans des systèmes alimentaires qui seraient plus durables. Deux orientations articulées, parmi d'autres, et je pense que et je reste encore une fois dans mon raisonnement sur emploi et transition agroécologique. Il me semble qu'il y aurait une reconquête d'abord des stratégies de développement local et territorial. On est beaucoup dans les politiques agricoles et dans les politiques alimentaires, sur des politiques nationales ou des politiques régionales. Il me semble qu'il serait, si on est dans une perspective de valorisation des agricultures familiales et de valorisation d'une transition agroécologique adaptée, il me semble qu'il faut reconquérir les stratégies de développement territorial et local. C'est au niveau territorial qu'on va pouvoir inventer les solutions spécifiques et valoriser les contextes et les atouts des différents contextes. Deuxième élément, c'est de repenser la transformation des systèmes alimentaires dans leur ensemble, donc dans une perspective inclusive et agroécologique, ne pas séparer les segments de la production, de la transformation, de la commercialisation, repenser effectivement le système alimentaire global et penser système alimentaire en pensant inclusion en travail et dans les dimensions agroécologiques. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une batterie de mesures qui sont à prendre pour valoriser ces systèmes locaux, territorialisés, inclusifs en emploi et qui, avec la transition agroécologique au cœur.
Et pour finir, je voudrais dire que pour faire tout ça, pour ramener ça à l'agriculture familiale, et là, ça renvoie à ce que je vous disais au tout début sur la définition de l'agriculture familiale. Pour faire tout ça, il faudrait quand même avoir des politiques publiques qui puissent cibler mieux les agricultures familiales. Toutes les expériences dans le monde réussies qu'on a de promotion, d'accompagnement, de développement par les politiques publiques des agricultures familiales, toutes ces expériences positives, elles ont d'abord commencé par cibler qui étaient les agricultures familiales de façon très précise pour que les aides soient dirigées non pas vers l'agrobusiness, non pas vers les structures capitalistiques, mais vers les agricultures familiales. Et là, cette question-là mériterait, à mon avis, un plus grand intérêt. Toutes les agricultures familiales, dans leur grande diversité, ne sont pas toutes vertueuses. Et il serait important de cibler aussi les agricultures familiales qui ont les meilleurs potentiels pour réaliser les transitions agroécologiques. Donc, ce ciblage-là est important. Et pour finir vraiment, les autres expériences, toutes les expériences positives aussi sur l'agriculture familiale montrent qu'en général, c'est un mix de politiques publiques. Ce n'est pas simplement des politiques publiques ciblées, sectorielles, qui vont résoudre le problème, mais plutôt les accompagnements fonctionnent quand on a des politiques publiques qui ciblent différents secteurs. Encore une fois, les politiques agricoles en général sont trop sectorielles en ce moment, et du coup de redynamiser les politiques agricoles à travers des politiques qui soient plus globales, plus sur les questions de l'alimentation, de la santé, etc. C'est comme ça aussi que dans les expériences réussies, on a pu pousser les agricultures familiales et les accompagner vers une reconnaissance et vers une valorisation et vers un développement au profit de systèmes alimentaires plus durables. Donc, cette question du ciblage et du policy mix, pour reprendre un terme anglais, me semble assez important à mettre dans la réflexion aujourd'hui. Voilà, j'étais un petit peu long et je vous remercie de votre attention et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Jean-Michel Souriceau. Je pense que votre présentation, notamment, qui nous a rappelé déjà la définition de l'agriculture familiale et qui nous a rappelé la place importante de cette agriculture familiale, notamment en Afrique subsaharienne, nous rappelle en effet pourquoi nous sommes là ce matin. Pour ceux qui nous ont rejoints, vous pourrez poser vos questions dans le chat box qui est inscrit là. Vous pouvez laisser un message et nous allons y répondre à la fin de la session. Encore une fois, merci à Jean-Michel pour cette présentation très intéressante et qui lance un peu la suite de ce programme-là. Je vais maintenant présenter brièvement Dr Guèye, qui va aussi prendre la parole tout à l'heure. Alors, Dr Robert Guanto Guèye est coordinateur chef du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la FAO au Sénégal depuis le 6 janvier 2019. De nationalité ivoirienne, Dr Guèye est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome de l'École nationale supérieure agronomique, ENSA, et d'un master en sciences et d'un doctorat en génétique et amélioration des plantes de l'Université de l'État de Kansas des États-Unis. Dr Guèye a débuté sa carrière en 1988 en tant qu'assistant de recherche sur le maïs dans le département de l'agriculture de l'Université de l'État du Kansas. De 1991 à 1994, auprès de l'Association pour le développement et de l'agriculture en Afrique de l'Ouest de la Sierra Leone, il a la fonction de chercheur généticien, sélectionnaire riz de mangrove et ensuite responsable des questions de germplasme et des semences et couvre 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. De 1994 à 2005, il est coordonnateur du réseau international d'évaluation génétique du riz, Niger Afrique, basé à Bouaké en Côte d'Ivoire, ainsi que chef du centre de conservation des ressources phytogénétiques du riz avec la ADRAO à Bouaké, Côte d'Ivoire de 2002 à 2005, et couvre 34 pays en Afrique. Il rentre à la FAO en 2005 en tant que fonctionnaire expert en semences dans la division de la production végétale, de la protection et des plantes. Et en 2011, il est nommé fonctionnaire technique principal, secrétaire du comité de l'agriculture et conseiller technique principal du sous-directeur général, responsable du département de l'agriculture et de la protection des consommateurs, Rome, Italie. Et depuis janvier 2019, il est nommé à la tête du bureau Afrique de l'Ouest et représentant résident de la FAO au Sénégal. Il dirige au niveau du pays et coordonne au niveau de la sous-région la planification et la mise en œuvre des projets et programmes de l'organisation. Nous remercions Dr Guèye qui va maintenant prendre la parole. Merci. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Oui. Merci. Je voudrais remercier cette femme pour cette invitation faite à la FAO. C'est toujours avec plaisir que nous participons à vos activités.
qui nous concerne d'ailleurs nous tous, puisqu'il s'agit de sécurité alimentaire. Alors, notre démarche et notre contribution à cette réflexion est structurée autour de deux grandes questions. La première question est les caractéristiques actuelles de l'agriculture familiale en Afrique, au sud du Sahara, sont-elles compatibles avec la durabilité des systèmes alimentaires et peuvent-elles conduire à la faim zéro? La deuxième question que nous allons essayer d'adresser, c'est quels sont les principaux axes, selon nous, selon la FAO, pour exploiter le potentiel de l'agriculture familiale afin de rendre le système alimentaire durable et tendre vers la faim zéro en Afrique, tout en rappelant les principaux appuis de la FAO au pays et aux organisations de producteurs familiaux. Donc, nous voulons rendre la présentation beaucoup plus pratique à ce niveau sur ce que nous faisons. Je ne vais pas revenir sur la définition de l'agriculture familiale que j'ai eu l'honneur de diriger quand j'étais le secrétaire exécutif du comité de l'agriculture, mais qui a été vraiment bien définie par le prédécesseur. Mais je vais commencer par parler du potentiel de cette agriculture familiale pour l'Afrique. Et comme vous savez, l'agriculture familiale, le concept est né parce qu'il fallait appuyer les petits producteurs par rapport à l'exploitation qui était faite et même qui est faite aujourd'hui par des grosses firmes agricoles, etc., et le problème que ça a posé, et principalement en Amérique latine. Mais contrairement en Afrique, nous pouvons dire que presque tous les agriculteurs, je dis bien presque tous les agriculteurs, mais la grande majorité des agriculteurs en Afrique au sud du Sahara est considérée comme agriculteur familial. Et donc, ce qui fait de notre agriculture en Afrique une agriculture qui a besoin d'être soutenue. Et donc, à ce niveau, l'agriculture familiale fournit plus de 80% des denrées alimentaires, d'ailleurs sur le plan mondial, en termes de quantité, et contribue au développement et à l'animation des marchés locaux, et également à la coopération au niveau communautaire, à la résilience, etc. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les denrées agricoles sont produits par cette agriculture, en partie pour la subsistance, mais également pour la commercialisation des surplus. Et un des facteurs importants et de la contribution importante de cette agriculture, c'est la sauvegarde de l'agrobiodiversité. Et sur le plan mondial, et particulièrement en Afrique au sud du Sahara, et se trouve aujourd'hui au cœur de la transition écologique et favorise le bien-être animal aussi. Mais elle repose sur une large base de connaissances endogènes spécifiques. Quand on va d'un pays à un autre, d'un district à un autre, alors on voit que les connaissances endogènes sont vraiment utilisées dans cette agriculture et les services écosystémiques qui se remettent, se transmettent de génération en génération. Alors, mais il faut également remarquer et noter que l'agriculture familiale est au cœur des ODD. Et c'est l'un des modes de production qui bénéficie vraiment de l'attention des Nations Unies. Vous savez qu'il y a eu l'année internationale de l'agriculture familiale et aussi la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Cela montre l'importance de cette agriculture au niveau des Nations Unies sur le plan international. Mais l'agriculture familiale a des contraintes. Et ces contraintes sont d'abord, c'est des exploitations de petite taille. Généralement inférieur à 2 hectares. Le système d'élevage est aussi extensif, de taille petite à moyenne, avec une tendance à la sédentarisation, sans autant modifier la mobilité des troupeaux. On parle de l'agropastoralisme. Il y a une très faible utilisation des semences et des variétés améliorées, aussi d'engrais et de pesticides, et aussi la faible capacité d'irriguer. Comme ça a été défini, la force de travail est essentiellement familiale. Et nous avons également à ce niveau, la terre qui est utilisée est généralement une propriété familiale ou des acquis par héritage. Alors, donc, on fait un travail minimum de sol, mais également cette agriculture souffre des problèmes de conflits fonciers.
Et souvent, c'est dû à l'urbanisation, au conflit entre agriculteurs et producteurs. Et il y a une baisse constante de la fertilité du sol due au fait qu'il y a aussi une poussée démographique et l'investissement, comme le prédécesseur l'a mentionné, on investit, le capital investi est vraiment minimal, hein, même jusqu'à nul. Et donc, le caractère extensif et traditionnel fait que, bon, c'est difficile d'investir vraiment au niveau de cette agriculture. Mais quels sont les principaux axes pour ce qui concerne la contribution de la FAO? Et ça, c'est pour un peu adresser la deuxième question. Alors, la FAO travaille compte tenu de ce que nous avons dit au début. Dans les systèmes alimentaires, le défi constant consiste à produire des aliments abordables, des aliments nutritifs et en quantité suffisante, tout en gérant les causes et les effets des changements climatiques et pour qu'on puisse parvenir à la fin zéro. Et il faut dire que cette agriculture familiale est toujours vraiment à des problèmes et est toujours victime des changements climatiques. Donc, le travail que la FAO fait, nous travaillons à augmenter la productivité de l'agriculture familiale. Alors, il faut les aider. Il faut que les acteurs puissent passer tout de même d'un niveau A de productivité à un niveau B de productivité un peu plus élevé. Il faut soutenir toujours la diversification des revenus au niveau de ces agriculteurs et il faut garantir un meilleur accès aux ressources et au marché. C'est vrai que c'est l'agriculture de subsistance pour la plupart, mais aujourd'hui, tout le monde aspire à transformer son exploitation en une entreprise familiale de sorte qu'on puisse avoir un peu plus d'argent. Mais pour cela, pour augmenter la productivité, nous travaillons sur l'accès des exploitations familiales aux ressources productives et aux services agricoles, c'est-à-dire leur accès à des plants et à des semences de variétés améliorées à travers divers projets que nous avons, les projets d'urgence, les projets de développement, les projets de résilience. À ce niveau, on travaille à la mise à l'échelle et à l'adoption des technologies et des innovations climato-résilientes. Il faut également introduire l'innovation au niveau de cette agriculture. Il y a des actions de conservation des eaux, des sols, de défense et restauration des sols, les actions de mobilisation de gestion efficiente de l'eau, l'agroforesterie, parce que l'eau est très, très importante au niveau de cette agriculture. Il y a également l'adoption de la mécanisation. Il faut dire que cette agriculture en Afrique subsaharienne n'est pas mécanisée. Bon, et ceci, ça monte de très loin de l'ajustement structurel où on a interdit l'intervention des États, surtout dans la mécanisation. Il y a eu un très grand retard au niveau de la mécanisation des chaînes de valeur en Afrique en général. Il y a la sécurisation des ressources en eau et aussi en terre, des actifs agricoles, la protection des ressources naturelles. Comme vous le savez, les agriculteurs familiaux sont le plus souvent menacés par des achats massifs de terres. Et à ce niveau, la FAO œuvre à la facilitation du dialogue multi-acteurs au niveau national, au niveau régional et international pour la promotion des directives volontaires en matière foncière. Aussi, la promotion de l'approche agroécologique dont on a parlé tout à l'heure. La FAO soutient en outre la mise en place d'initiatives de restauration et de gestion durable des ressources pastorales. C'est-à-dire quand on parle de l'agriculture familiale, ce n'est pas seulement ceux qui produisent les plantes, mais également les éleveurs. Et donc, à ce niveau, les pâturages, les points d'eau, les forages sont assez importants. Dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, nous travaillons à cela. Il y a également la mise en place des financements innovants. Et il faut dire que comme c'est difficile d'investir par les acteurs eux-mêmes, il faut que les gouvernements, les organisations de recherche, les organisations internationales les aident. Et donc ici, on parle beaucoup plus de changement climatique. Donc la FAO a la possibilité d'aider les pays à l'élaboration des projets accessibles aux guichets fonds vert climat, le fonds pour l'environnement, les fonds d'adaptation, etc., pour adresser cet aspect.
Il y a aussi des acquis techniques et des investissements sur le conseil agricole qu'il faut faire et que nous faisons. La formation est essentielle. Il faut, pour transformer, pour aider les agriculteurs familiales, il faut que les acteurs soient formés. L'innovation, la gestion des connaissances au profit de cette agriculture est également essentielle. À ce niveau, nous accompagnons l'identification de bonnes pratiques et le partage d'expériences, à l'instar du dialogue organisé entre l'Europa et les réseaux de parlementaires de la CEDEAO sur l'égalité en genre, par exemple, et les investissements dans les agricultures et dans l'agriculture et l'alimentation, ou encore l'accompagnement du partage d'expériences entre l'Europa et le réseau d'OP d'autres régions, par exemple le Brésil. La FAO appuie également les pays à développer le conseil agricole digitalisé, le e-conseil, par exemple, l'exemple du Saïda au Sénégal. Il faut encourager la diversification de la production, comme j'avais annoncé au début, mais il faut dire que l'agriculture familiale en Afrique diversifie déjà son agriculture. Et ce qui nous a aidé, par exemple, pour gérer les effets de la COVID. Elle a toujours contribué à stabiliser aussi les revenus des exploitations familiales et à renforcer leur résilience et réduire leur vulnérabilité aux catastrophes naturelles et aux crises. Mais la FAO encourage davantage cette diversification en mettant désormais l'accent sur l'éducation nutritionnelle. C'est aussi quelque chose qui manque beaucoup en Afrique, c'est-à-dire l'aspect nutritionnel que nous appuyons à ce niveau également. Il faut garantir un meilleur accès au marché. Et ça, ceci est très, très important. L'agriculteur familial ne va pas aller facilement sur le marché mondial, sauf ceux qui produisent les cultures comme le café, l'anacarde et tout ça. Et donc, à ce niveau, le cacao, et à ce niveau, déjà, on passe à plus de 2 hectares. Mais les petits agriculteurs, c'est beaucoup plus développé le marché local, le marché national et même le marché sous-régional. Donc, il faut organiser les filières. Nous organisons donc les filières, les interprofessions, le partage équitable de la valeur des chaînes de valeur agricole sur le marché. Nous les aidons à accéder à un éventail de services, notamment les meilleures informations sur les marchés, sur les directives en matière de sécurité alimentaire, tout en mettant l'accent sur la production des valeurs ajoutées de commercialisation. Donc, il y a toute une panoplie d'activités que nous faisons compte tenu du temps. Je ne vais pas aller dans les détails, mais nous pouvons couvrir cela pendant les questions. Alors, donc, il faut développer des exploitations agricoles compétitives et productives. Et là, je vais m'arrêter là pour dire que l'agriculture familiale peut se développer, l'agriculture familiale peut être compétitive. Il faut que les acteurs soient accompagnés, il faut que les acteurs soient formés. Et à ce niveau, je voudrais rejoindre le prédécesseur pour dire que l'emploi des jeunes est très, très, très important. Nous sommes dans une zone en Afrique subsaharienne où nous avons beaucoup de jeunes et ces jeunes-là doivent être employés. Certains vont continuer l'agriculture familiale, bien sûr, mais d'autres vont le faire en tant qu'emploi, en tant qu'entreprise. Il faut les former, il faut les incuber, il faut les accompagner, il faut également innover avec la digitalisation et ce qu'il faut pour avoir accès au marché. Il faut des exploitations agricoles compétitives et productives. La transformation structurelle de l'agriculture est le processus par lequel ces exploitations verront le jour. Et c'est l'une des seules voies durables vers la sécurité alimentaire et le développement. Pour finir, je dirais que la FAO appuie la réflexion politique à prendre cette tendance au sérieux et à évaluer les interventions qui facilitent la transformation structurelle de l'agriculture en contenant la diminution de la taille moyenne des exploitations, des ménages et des petits exploitants, car si on ne prend garde, les tailles vont toujours diminuer pour des risques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il faut aider cette agriculture. C'est cette agriculture qui est vraiment l'épine dorsale de la sécurité alimentaire en Afrique au sud du Sahara. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr. Gueye. Je pense que votre présentation a bien pris
la suite de celle de Jean-Michel tout à l'heure, rappeler déjà le potentiel de l'agriculture familiale pour l'Afrique qui produit quand même, comme vous l'avez dit, 80% des denrées agricoles et premièrement qui aide aussi à la subsistance. Et ensuite, nous pouvons parler de commercialisation du surplus. Merci encore de nous avoir rappelé tout ce que la FAO fait pour appuyer cette agriculture familiale-là et aussi tout son appui vers l'élaboration de lois qui facilitent et améliorent la vie et la productivité aussi de nos agriculteurs familiaux. Merci beaucoup, Dr. Gueye. Je vais passer à notre prochain panéliste. Encore une fois, j'aimerais rappeler, nous prenons note de toutes les questions qui sont écrites dans le chat et à la fin de la session, nous allons donner l'opportunité à nos panélistes d'y répondre. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions et à la fin, nous allons récapituler et demander à nos panélistes d'y répondre. Merci encore. Donc maintenant, nous allons recevoir Benoît Thierry, qui est économiste, qui est aussi basé à Dakar, qui est le représentant du FIDA pour l'Afrique de l'Ouest. Benoît Thierry est diplômé en économie agricole tropicale depuis 1987 et en géographie humaine de l'Université de la Sorbonne depuis 1988. Il a ensuite rejoint le Fonds international pour le développement agricole, le FIDA, en 2004. Au début des années 90, après avoir été chef de projet en Bolivie et dans l'ouest du Mali, il est devenu représentant régional du GRDR, spécialisé dans les migrations et leur contribution au développement rural. À partir de 1996, en tant que conseiller du PNUD au Cambodge, il a supervisé le programme de reconstruction CARER des Nations Unies. En 2000, comme gestionnaire de portefeuille de l'UNOPS au Kenya, il a supervisé les projets du FIDA en Afrique orientale et australe pendant 4 années. De 2004 à 2014, en qualité de chargé de programme pays au FIDA à Rome, il a été en charge des opérations du Rwanda, du Zimbabwe, des Comores et de Madagascar et de la gestion des savoirs, réseau IFAD Africa. En 2011, il a rejoint la division Asie et Pacifique pour prendre en charge successivement le Bhoutan, le Népal, la Thaïlande, les Philippines, le Laos et le Cambodge et soutenir le réseau des organisations paysannes en Asie-Pacifique. De 2014 à 2016, il a créé le premier hub du FIDA en Asie du Sud-Est, Mekong, couvrant 6 pays depuis Hanoï, Vietnam, et assuré la reconnaissance du FIDA au niveau de l'ASEAN. De 2016 à 2018, il rentre au siège de Rome pour couvrir le portefeuille du FIDA au Bangladesh et assurer la fonction de responsable de la gestion des connaissances pour l'Asie et le Pacifique, plateforme IFAD Asia. Depuis 2018, Benoît Thierry a été nommé directeur pays et responsable du pôle Afrique de l'Ouest basé à Dakar au Sénégal et couvrant donc 7 pays dont le Sénégal, le Mali, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert, avec une équipe de 25 personnes, 12 projets actifs et pour un portefeuille de $1 milliard américains. Merci, nous allons donner à Benoît Thierry d'être parmi nous et nous allons lui donner la parole. Merci. Merci beaucoup, Madame Cissé, et bonjour à tous. J'espère que la connexion est bonne et qu'elle le restera pendant mon intervention. Comme vous l'avez dit, donc, je travaille actuellement pour le FIDA et laissez-moi dire un mot sur cette institution dès le début. C'est que le FIDA a dans son mandat de travailler pour l'agriculture familiale. Donc, c'est un sujet central chez nous. Et pour ce faire, nous sommes probablement une des seules agences des Nations Unies qui travaillons sous forme de prêts hautement concessionnels. Ces prêts sont donnés au gouvernement pour réaliser des projets en faveur des petits paysans. Alors, vous voyez qu'on est dans toute la chaîne qui permet de canaliser des fonds depuis les gouvernements jusqu'au niveau paysan. Et c'est là où on doit trouver les bons systèmes. Un, pour que les fonds arrivent au niveau de la famille paysanne, et deux, que ça permette une transformation effective de leur travail.
Alors, pour revenir au thème qui nous touche aujourd'hui, c'est vrai que sur l'Afrique, je rejoins assez les points de vue des collègues et l'agriculture familiale est largement dominante, comme elle l'a été dans tous les autres continents, en Europe, en Asie, en Amérique latine, avant de se transformer. Et c'est vrai qu'elle ne se porte pas très bien en Afrique dans le sens que l'augmentation annuelle de production est de l'ordre de 2% environ en moyenne, alors que si on voulait une agriculture qui soit vraiment porteuse face au développement du continent, il faudrait une agriculture qui tourne entre 6 à 8% de croissance annuelle. Donc ça, c'est un fait très important. Sur quoi on se base pour le dire? On se base sur les éléments démographiques, de changement climatique et économique. Au niveau de la démographie, comme il a été dit très clairement, dans le monde, c'est l'Afrique qui va être le moteur démographique de tout le monde, puisque l'Amérique latine, l'Asie ont déjà atteint leur plateau démographique, l'Europe ou l'Asie de l'Est et l'Amérique sont plutôt à la baisse. Et donc, la population africaine va doubler d'ici 2050. Et si le trend se continue, si les tendances se continuent, en 2100, on doublerait encore. Donc, on passerait de 1 milliard à l'heure actuelle à 2 milliards en 2050 et 4 milliards, ou peut-être un peu moins, en 2100. Donc, pour arriver à nourrir cette population, on doit effectivement changer de manière drastique les éléments de l'agriculture. Déjà, pour pouvoir nourrir le double de la population de 2050, il faut au moins doubler la production, mais sans doute même la tripler, parce qu'à l'heure actuelle, l'Afrique importe entre 25 à 35 milliards de dollars de nourriture chaque année. Donc, vous voyez que déjà l'Afrique, malgré ses populations, malgré ses grandes terres agricoles, est déjà dans un déficit de production à l'heure actuelle. Ça se traduit aussi par les 250 millions de personnes qui sont malnutries et où le Covid, comme vous le savez, a aussi précipité 35 à 40 millions de personnes additionnelles dans la sous-nutrition. Donc, il y a vraiment une situation où il faut améliorer la production agricole sur tout le continent. Et comme je disais, le FIDA travaillant essentiellement sur l'agriculture familiale, la question est de comment aider cette agriculture à se transformer et se moderniser. Dans les autres grands défis dont je parlais, donc la démographie en est un, et vous savez que la démographie, on en parle toujours comme un sujet qui peut faire peur parce qu'on se dit comment on va nourrir tous ces gens, mais il y a aussi ce qu'on appelle le dividende démographique, qui est le fait qu'il y a une population jeune qui est très présente, très active, et qui peut donc rentrer dans des cycles de production importants. Donc ça sera un élément aussi qu'on pourra étudier ensuite. Quand je parlais du défi climatique, il est d'importance. Il y a le COP26 en ce moment à Glasgow. On verra les décisions qui en ressortent. Mais l'impact du changement climatique est très différent selon les zones d'Afrique subsaharienne. Ce qu'on peut dire, ce qui touche tout le monde, c'est l'instabilité climatique. C'est-à-dire dans des zones où on est habitué à une certaine régularité des pluies, on est dans une complète irrégularité. Et ce n'est pas nouveau. Vous mentionnez effectivement que je travaillais en Afrique de l'Ouest il y a une trentaine d'années. C'était déjà ça, les grands sujets sur lesquels on travaillait dans les villages, mais qui n'étaient pas encore à l'ordre des agendas internationaux. Donc maintenant, ça l'est, on en parle partout, mais c'est un problème effectif. Je prends par exemple l'exemple du Sénégal. Si vous allez à Louga, vous voyez encore des bâtiments des compagnies arachidières, alors que ça fait très longtemps qu'on ne fait plus d'arachide à Louga et que c'est descendu beaucoup plus au sud, près d'une centaine de kilomètres. Donc, les isoyettes ont quand même beaucoup varié depuis une trentaine d'années. Et c'est ça qui est difficile à gérer pour l'agriculture familiale. Dans ce sens, on doit vraiment appuyer tout ce qui peut aider au niveau recherche semencière, vous voyez, pour avoir des semences qui sont utilisables selon les saisons des pluies. Je veux dire, il y a une pratique de gestion des risques des paysans qui est très connue, qui est de dire
je fais mon premier semis au début de saison. S'il pleut, tant mieux, ça va grandir. Si ça sèche parce qu'il manque des pluies, je prends une autre variété plus courte, etc. Mais ça marche seulement que pour quelques variétés, notamment le mil, et il serait bon qu'on puisse l'appliquer à d'autres céréales ou à d'autres produits ou légumes qui puissent être sur des cycles courts. Donc, le changement climatique va amener des chutes de production de 5 à 25%, parfois 50% dans les zones les plus exposées. On parle du Sahel ou en Afrique australe, dans la bande du Zimbabwe, Zambie. Donc là, il y aura des très forts impacts qui vont certainement engendrer des mouvements de population internes à l'Afrique, donc vers d'autres régions plus arrosées, et qui demandent aussi de plus gros investissements dans ces régions qui souffrent du changement climatique. Ces investissements sont connus, ils ont déjà eu lieu. Quand vous bénéficiez d'un fleuve comme le fleuve Sénégal ou le fleuve Niger, il est possible de mettre en place des systèmes d'irrigation, soit un système d'irrigation gravitaire ou système d'irrigation par pompage. Et on est encore loin d'avoir atteint les potentiels d'irrigation. Pour le moment, on irrigue probablement moins de 15% des terres qui seraient irrigables. Donc, il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Et pour les gens qui ne bénéficient pas de rivières ou de fleuves, on peut aussi accéder aux eaux souterraines par les forages, d'autant plus que depuis une vingtaine d'années, se sont répandus des modes d'irrigation qui économisent énormément d'eau par rapport aux méthodes d'irrigation anciennes. Donc, je parle du goutte à goutte, par exemple, ou des petits sprinklers qui permettent d'utiliser beaucoup moins d'eau que par le passé. Donc, il y a des techniques utiles, y compris par rapport à ce changement climatique. J'ai essayé de voir si certaines diapositives sont intéressantes, donc je les passe juste en les sélectionnant. Ici, vous voyez, pour la population en Afrique, je crois que cette carte est assez claire, puisqu'elle montre l'augmentation de la population. Au niveau du changement climatique, on a aussi ce type de cartes qui sont assez intéressantes. Vous voyez avec les scénarios du GIEC, donc les zones rouges sont celles dont je parlais qui auront un impact où la production agricole va baisser de 30 à 40, 50%. Et les zones vertes auront par contre plus de précipitations et pourront avoir peut-être une meilleure production. Mais ça, ce sont des projections à long terme qu'il est difficile de bien gérer. Voilà, alors pour passer maintenant aux opportunités de transformation et aux possibilités d'action au niveau régional sur l'Afrique. La modernisation de l'agriculture familiale, elle est quotidienne, on peut l'observer partout. Donc, ce qui serait souhaitable dans un premier temps, c'est qu'il y ait une vraie stratégie pour montrer ce qui se passe au niveau de cette transformation. Il y a beaucoup d'exploitations familiales qui évoluent, qui se modernisent, mais malheureusement, on le sait peu et c'est assez peu montré, que ce soit par les gouvernements ou par nos différentes institutions. Donc, à ce niveau-là, nous pensons qu'il y a un gros travail à faire. Je pense que dans des pays où la jeunesse souvent se cherche, quand certains ont trouvé des opportunités et ont démontré que l'agriculture est rentable, il serait important de les médiatiser un peu plus. Et eux le font par eux-mêmes. Vous savez que sur les réseaux sociaux, on trouve énormément de choses intéressantes sur l'agriculture. Donc, par rapport à ça, quelques initiatives que nous avons développées au FIDA. Il y a par exemple sur Facebook le groupe FIDAfrique, dont on pourra mettre le lien tout à l'heure. Et toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture ou développement rural sont bienvenues. C'est un lieu d'échange et d'information sur comment l'agriculture familiale peut se transformer, se moderniser. Par ailleurs, on a observé aussi que dans beaucoup de pays, je prends le Burkina, le Togo, le Sénégal,
les gens publient pas mal de tutoriels sur YouTube ou de formations par WhatsApp aussi. Donc, ils sont des outils très intéressants pour montrer en quelques minutes comment on peut améliorer sa production. Donc, à cet effet, on a mis en place une plateforme qui s'appelle We Connect Farmers et que vous pourrez aller visiter aussi. Je la montre brièvement. Voilà, We Connect Farmers, c'est ouvert à tous. Et c'est une plateforme qui travaille sur 3 niveaux. Le premier, c'est l'échange et la formation. Donc, par exemple, visualiser des petits tutoriels comme ceux dont je parlais dans tous les domaines, agriculture, élevage, etc. Et un autre domaine sont les applications, car il y a énormément d'applications pour l'agriculture digitale qui facilitent la gestion d'exploitation familiale, qui facilitent les transferts de fonds, comme on le connaît tous en Afrique, ou qui facilitent aussi la gestion des pluies, la part des applications météo, savoir quand la pluie va arriver à quelques heures près, etc. Donc, on sent un intérêt croissant pour toutes ces techniques et je pense qu'il est important d'aider à leur diffusion parce que ça, c'est un moyen de toucher rapidement des centaines de milliers de producteurs, notamment les jeunes, qui seront donc dans cette agriculture de demain. L'autre aspect, c'est qu'on a souvent tendance à opposer l'agriculture familiale et l'agriculture industrielle. Et je pense que c'est un faux débat parce que ça a été démontré dans beaucoup de pays et de continents. Donc, je vais commencer par l'Asie, où j'ai une certaine expérience, puis je viendrai sur l'Afrique aussi. Souvent, quand on parle d'agriculture industrielle ou capitalistique, on pense tout de suite qu'il faut 10 000 hectares de terre, faire des plantations, mettre une usine, etc. Alors, ça peut être le cas, je prends le cas de l'Indonésie ou des Philippines, oui, c'est le cas. Mais c'est tout à fait l'inverse dans d'autres pays comme la Thaïlande, comme le Japon, comme la Chine aussi, tout un temps. C'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des réformes, notamment foncières, qui ont fait qu'il y a eu le respect de la petite exploitation agricole familiale. Et vous savez qu'au Japon, par exemple, une exploitation agricole dépasse rarement les 2 à 3 hectares. Bon, en Thaïlande, ça a été la même chose, entre 2, 5, 7 hectares maximum. Et par exemple, quand un industriel veut investir dans l'agro-industrie, le gouvernement lui dit bienvenue, mais vous amenez seulement votre savoir-faire et l'usine. Et vous contractualisez les paysans tout autour pour faire votre production. Donc, par exemple, la canne à sucre ou l'EVA, vous auriez en tête une grande plantation d'EVA, là-bas, ce n'est pas le cas. Donc, l'industriel met son usine de caoutchouc et va contractualiser 10 000 paysans qui chacun mettront 1 hectare de leurs 5 hectares en plantation d'EVA. Ou pour le sucre, 1 hectare de sucre pour cela. Et donc, c'est un système d'agriculture contractuelle qui marche très bien. Et il est déjà pratiqué en Afrique, dans beaucoup d'endroits, de manière habituelle. C'est par exemple le cas du coton, qui se fait donc sur les exploitations familiales et non pas en grande plantation. Mais il y a beaucoup d'essais aussi en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, où des investisseurs arrivent, peuvent faire 500 à 1000 hectares de terres irriguées, mais s'entendent avec la communauté qu'ils sont sur un contrat de location plutôt qu'un de l'achat de terre, ou bien ils séparent de leurs 1000 hectares irrigués 200 hectares qui sont remis au village et ils appuient le village dans la mise en valeur. Donc, pour moi, cette agriculture contractuelle est quelque chose de très important qui permet de réconcilier les deux mondes entre l'agriculture familiale et l'agriculture industrielle et d'avoir des productions de qualité qui donnent des revenus décents aux agriculteurs et qui permet la mise en place de chaînes de valeur, de filières qui sont tout à fait fonctionnelles. Donc, production de qualité, transformation de qualité et consommation ensuite dans les villes ou exportation. Donc, voilà aussi une autre type de solution qui peut être utile dans l'appui aux agricultures familiales. Et pour arriver petit à petit sur la fin de ma présentation, je dois dire qu'on a travaillé au FIDA sur un ensemble d'études que vous trouverez là encore sur le même portail We Connect Farmers
mais cette fois-ci en tapant Simagri. Donc, je pense que c'est cette page-là. Voilà. Donc, Simagri est une page de simulation, si vous voulez, de ce que pourrait être l'agriculture du futur en Afrique. On n'est pas allé très très loin, on a utilisé surtout les données disponibles au niveau international et on les a discutées avec chacun des gouvernements. L'idée est d'avoir une étude de cas par pays, donc vous en avez 7 ou 8 ici qui sont présentés en version PowerPoint et en version PDF, et de dire bon, quels sont les défis et les opportunités de l'agriculture au Cap-Vert, au Mali, en Guinée, pour les années 2030, 2050, 2063. Alors 2030 parce que ce sont les objectifs de développement des Nations Unies, 2050 parce que c'est le doublement de la population en moyenne dont on parlait, et 2063 parce que c'est l'agenda de l'Union africaine, comme vous savez, et que les questions agricoles y sont aussi importantes. Cette étude, si on en a beaucoup parlé avec les gouvernements, c'est aussi dans le cadre de ce que fait la CEDEAO avec l'ECOWAP, qui est d'essayer de prévoir ce que sera l'agriculture à moyen et long terme. Et vous savez que beaucoup de pays ont adopté des plans agricoles, stratégies agricoles, mais malheureusement qui restent dans les 3 ans, 5 ans, ce qui est beaucoup trop court. Au FIDA, nous faisons la promotion de stratégies qui sont à l'échelle d'une génération, à 25 ans. Et c'est ce que vous observerez en fait dans les pays émergents. Donc le Rwanda a une stratégie à long terme, le Sénégal aussi, l'Éthiopie. Et bien sûr, en Asie, beaucoup de pays ont eu ça, comme la Malaisie, la Thaïlande, etc. Donc l'avantage d'avoir des stratégies à long terme, c'est que en mettant toute une génération en action sur ces 25 ans, vous traitez à la fois des problèmes d'éducation, la formation, court terme et long terme, parce que l'apprentissage peut amener beaucoup, notamment pour les jeunes agripreneurs. Vous mettez en œuvre tout ce qui est investissement, investissement de l'État, investissement du secteur privé. On observe à l'heure actuelle qu'il faudrait un triplement des investissements dans le secteur agricole. Vous savez qu'il y avait eu des décisions au niveau de l'Union africaine à Maputo ou Malabo de dire mettons 10% des budgets nationaux dans l'agriculture. Je crois que beaucoup de pays ont réussi, mais on s'aperçoit que c'est même insuffisant. Je pense que nous avons perdu Benoît. Je pense que nous avons un petit souci de connexion. Benoît, je ne sais pas si vous m'entendez. Ok, je pense que nous allons passer à la présentation de notre prochain intervenant, M. Asokomaye Serge William, qui est ingénieur agroéconomiste, chargé d'études et plaidoyer au secrétariat général d'Indes Formation. Vous entendez, il y a eu une coupure? Oui, ah, merci. Oui, c'est bon maintenant. On vous entend. OK. Excusez-moi, donc j'en profite pour terminer. Voilà, donc ces études sont disponibles comme je l'indiquais et j'espère que vous pourrez y accéder. Et voilà pour mon mot de conclusion, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est que, les schémas d'agriculture familiaux sont tout à fait viables. On peut aider à les moderniser. Il faut notamment des programmes d'appui aux jeunes agriculteurs sur toute l'Afrique qui soient importants parce que ça permet de produire, de nourrir, mais aussi d'enrichir des producteurs et de leur donner un emploi décent. Et pour ce qui est des politiques, comme je le disais il y a un instant, l'important est d'avoir des politiques à long terme qui contiennent les stratégies et plans d'action avec des schémas d'investissement à moyen terme. Et l'ordre de 25 ans est le plus important dans ce domaine. Voilà, je vous remercie et je vous repasse la parole. Merci à Benoît Thierry de
la FIDA, de nous avoir rappelé un peu le challenge que représente un peu l'augmentation démographique de l'Afrique subsaharienne au cours des prochaines années et de nous avoir rappelé le potentiel de l'agriculture familiale pour pouvoir nourrir cette population jeune et grandissante. Et aussi, merci à M. Thierry d'avoir partagé ces différentes plateformes qui ont été mises en œuvre par la FIDA. Nous allons mettre le lien dans le chat, notamment FIDAfrique, We Connect Farmers. Nous avons rappelé aussi qu'il y a des études disponibles et qui sont disponibles sur la plateforme We Connect Farmers. Sans plus tarder, vu que le temps passe, nous allons passer à la présentation de notre prochain intervenant, M. Asoko Maye Serge William, qui est ingénieur agroéconomiste chargé d'études et du plaidoyer au niveau du secrétariat général d'INADES Formation depuis 2014. Depuis lors, l'essentiel de ses activités a concerné l'appui des bureaux nationaux d'INADES Formation dans la structuration et l'animation des comités nationaux pour l'agriculture familiale. En Côte d'Ivoire, il assure également l'animation de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAFSI. À ce titre, il a contribué au plaidoyer pour la promotion de l'agriculture familiale à travers notamment la rédaction de documents de politique. Il travaille aussi sur la campagne Conscience alimentaire, une campagne de plaidoyer visant à contribuer à la concrétisation dans les pays africains du droit à une alimentation suffisante, saine et durable pour tous, à travers le développement de la citoyenneté alimentaire, la réduction des pesticides chimiques, la promotion des alternatives agroécologiques. Merci à M. Asoko Maye de prendre la parole maintenant. Bonjour à tous, merci. Et merci également aux intervenants pour leur brillant exposé. Donc, pour ma présentation, j'ai préparé un PowerPoint que je vais donc présenter et je vous invite à suivre avec moi. C'est bon? Est-ce qu'on arrive à voir? OK. Alors, brièvement présenté, INADES Formation est une association internationale reconnue d'utilité publique en Côte d'Ivoire et qui est basée dans 10 pays africains tels que présentés ici. Et nous travaillons essentiellement pour la promotion économique et sociale des populations en accordant une attention particulière à leur participation libre et responsable à la transformation de leur société. Et nous avons aussi, nous faisons la promotion donc des systèmes alimentaires basés sur l'agriculture familiale et nous allons en dire plus à travers ces points. Alors, nous verrons un peu le potentiel de l'agriculture familiale, quels sont les défis, menaces, opportunités et selon nous, les actions concrètes à mettre en œuvre. Alors, pour ne pas revenir sur la définition, on peut retenir, comme les prédécesseurs l'ont dit, c'est que la main-d'œuvre est essentiellement familiale. L'unité de production, les facteurs appartiennent à la famille. Et fait très important, déjà révélé, c'est que l'environnement et la biodiversité sont sauvegardés. Alors, pour parler du potentiel de l'agriculture familiale, il faut retenir sa capacité à nourrir le monde. On a parlé tout à l'heure de 80%, donc c'est un ratio qui vaut aussi bien au plan mondial, africain qu'au niveau de la Côte d'Ivoire. Et sa capacité à fournir de l'emploi et à réduire la pauvreté, je ne reviendrai pas plus en détail là-dessus. La préservation des ressources naturelles, la biodiversité et l'environnement. Sa capacité à transformer les économies locales en créant bien sûr des dynamiques qui constituent un puissant vecteur de transformation. Et d'ailleurs, la plupart de nos économies africaines sont basées sur l'agriculture, de l'ordre de 20 à 50% de contribution au PIB et d'environ 40% de participation aux recettes d'exportation. Alors, l'agriculture familiale, on ne cessera de le dire, garantit et préserve des systèmes alimentaires durables, c'est-à-dire des systèmes qui permettent d'avoir un accès à une nourriture en quantité et en qualité suffisante pour une alimentation saine, qui est une agriculture qui exploite le patrimoine, l'entretien pour le transmettre aux générations futures, qui assure le bien-être et préserve la dignité de tous les acteurs,
et privilégie l'autodétermination et l'influence politique, alors en lien avec la souveraineté alimentaire, et l'agriculture familiale qui promeut aussi l'économie locale et la consommation des produits locaux. Alors, tout à l'heure, l'intervenant parlait de l'agriculture industrielle. Alors, ce qu'il faut relever ici, que nous décrions, c'est que ce type d'agriculture industrielle fait la promotion, la part belle à la monoculture, quand on sait le caractère diversifié de l'agriculture familiale. Et nous avons des systèmes semenciers assez oligarchiques. Et il y a la promotion dans ce type d'agriculture, des cultures prioritaires à orientation vers le marché, une utilisation massive des étangs chimiques de synthèse, souvent dangereux, parfois méconnus ou mal utilisés par les agriculteurs, un cloisonnement des systèmes productifs, ici, on va dire l'approche rectiligne filière. Nous notons aussi une forte dépendance des territoires vis-à-vis de l'extérieur. Tout à l'heure, des chiffres ont été donnés. Aujourd'hui, l'Afrique importe beaucoup, on va dire, beaucoup de produits à usage alimentaire. Donc, pour nous, ce qui est décrié, surtout, c'est le système d'agriculture industrielle qui ne favorise pas une viabilité, une durabilité de l'agriculture. Mais c'est beaucoup plus actuellement ce système qui tend à être privilégié par les pouvoirs publics. Mais aujourd'hui, plusieurs voix s'élèvent pour vraiment attirer notre attention sur les différents risques avérés et potentiels que soulève ce modèle. Alors, quels sont donc les défis, les menaces que nous pouvons un peu faire ressortir concernant l'agriculture familiale? On a parlé tout à l'heure, un des intervenants, de la question de la sécurisation des droits fonciers ruraux. On peut également parler de défis visant, aujourd'hui nous savons tous que nous sommes dans une transition agroécologique, et le défi du financement de l'agriculture, qui est un défi très important, comment financer nos exploitations familiales agricoles, comment elles-mêmes vont s'autofinancer, le défi du financement public de l'agriculture. On a parlé tout à l'heure des 10%. Certains États, certes, ont atteint, mais beaucoup d'États qui se sont engagés peinent à atteindre les 10%, quand on sait que déjà, selon le dernier intervenant, les 10% me paraissent insuffisants. Comme défi, le développement des territoires sur la base des systèmes agricoles et alimentaires durables, aussi la structuration et l'organisation des plateformes d'agriculture familiale ou des agriculteurs familiaux, le défi de l'accès au marché et donc de la promotion de d'une économie locale basée sur l'agriculture familiale, et le défi également de la mise en œuvre ou de la mise en place de mesures politiques capables de porter l'agriculture familiale traduite dans les textes et dans les faits. Comme menace, il y a l'uniformisation des systèmes alimentaires à orientation productiviste, avec son corollaire de dégradation de l'environnement. Comme autre menace que nous sommes en train de traverser, les différentes crises COVID-19 ou les effets du changement climatique, ou divers conflits politico-militaires qui ont lieu dans divers endroits dans le monde, qui également freinent, on va dire, constituent des freins, des obstacles à l'épanouissement de l'agriculture familiale. Et surtout, le point essentiel, c'est que ces crises souvent manquent de mécanismes de gestion, ce qui accentue la pauvreté au niveau rural. Il y a également l'influence du courant de pensée type révolution verte, avec l'intensification à base d'intrants chimiques. La semaine dernière, nous étions dans un atelier ici en Côte d'Ivoire qui a démontré vraiment la présence sur le territoire de pas mal de pesticides hautement dangereux, mais que les agriculteurs utilisent
et parfois très proche des récoltes, et cela se retrouve dans les assiettes des consommateurs. Aussi, comme menace, il y a l'influence de certains accords commerciaux, type les accords de partenariat économique, qui parfois favorisent une logique d'importation des produits, des denrées alimentaires. Il y a aussi des accords de financement basés, orientés vers les marchés internationaux. Au titre des opportunités présentes qui nous permettent de pouvoir développer des stratégies, des politiques orientées vers la promotion de l'agriculture familiale, vu sa durabilité, nous avons les objectifs de développement durable avec ces différents éléments qui montrent que l'agriculture familiale est viable. Et nous avons l'adoption de la résolution en 2017 qui a donc institué la décennie 2019-2028 comme décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale, assortie d'un plan d'action global qui doit se traduire au niveau de chaque pays en plan d'action national sur la base certes des piliers qui sont définis dans le plan d'action global, mais aussi en lien avec les politiques et les programmes déjà en cours ou à venir concernant l'agriculture familiale. Il y a aussi la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, l'agenda 2063 de l'Union africaine qui rappelle que les États africains se sont engagés à allouer 10% de leur budget à l'agriculture, ce qui est encore loin d'être une réalité pour la majorité de ces pays, notamment pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on voit apparaître une tendance, une ouverture, une ouverture, notamment en ce qui concerne les programmes d'agroécologie. Nous avons le projet d'appui à la transition agroécologique initié par la CEDEAO, ce qui est vraiment très important. Il y a certaines, on va dire, certaines politiques qui incluent l'agriculture familiale, mais qui doivent maintenant se traduire dans les faits, tels que la loi d'orientation agricole ici en Côte d'Ivoire. C'est un programme d'investissement agricole. Tout à l'heure, cela a été signifié, qui manque de perspectives concernant le terme de planification de ces programmes. Il y a aussi plusieurs mouvements agroécologiques et surtout, on note l'éveil des consciences des agriculteurs familiaux et par-delà des organisations professionnelles agricoles. Et cette année, on note que le thème de la Journée mondiale de l'alimentation, agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie, rappelle que nous sommes plus ou moins dans une urgence et qu'il va falloir se pencher davantage sur le modèle de production, le modèle de système alimentaire pour qu'il soit davantage axé sur l'accompagnement, la formation des acteurs pour développer l'agriculture familiale. Aussi, nous notons le potentiel de la société civile qui se mobilise un peu partout, notamment à travers les comités nationaux pour l'agriculture familiale et la recherche qui tend à être une recherche transformationnelle, une recherche qui va beaucoup plus vers la base et non une recherche qui vient du haut. Enfin, aujourd'hui, on peut noter un taux de pénétration assez élevé concernant les TIC, même aujourd'hui dans les zones rurales assez reculées. Les personnes, les agriculteurs ont des smartphones, d'autres peuvent écouter la radio avec leur téléphone pour dire qu'aujourd'hui, il y a des solutions sur le plan technologique qui pourront permettre d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des agriculteurs. Alors, comme action concrète que nous pensons qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires, notamment ceux basés sur l'agriculture familiale, au niveau de l'Union africaine, la CEDEAO et des États, il va falloir revoir les politiques avec une vision claire et clairement tournée vers le développement de l'agriculture familiale, de l'agroécologie, qui, pour son caractère durable,
développer des mécanismes de financement endogènes au lieu d'attendre souvent des financements de l'extérieur, mais il faut trouver des stratégies, des mécanismes de financement au niveau national, régional, africain pour de l'agriculture, créer des marchés territoriaux, régionaux pour les produits agricoles familiaux, ce qui va nous permettre de sécuriser et de protéger nos marchés face à d'autres types de marchés où l'agriculture est parfois subventionnée et qui rentre en concurrence parfois avec nos économies locales, notre type d'agriculture. Donc, il va falloir trouver des mécanismes de protection et de sécurisation de nos marchés. Création des stocks ou des réserves de sécurité alimentaire régionaux, nationaux, des stocks de proximité déjà initiés par la CEDEAO, ce qui pourra nous permettre de pouvoir juguler les crises qui surviennent parfois de manière inopinée. Soutenir et financer la recherche agricole en Afrique. Souvent, les centres de recherche nationaux ne sont pas adéquatement financés, accompagnés. Travailler à l'élaboration des plans d'action régionaux pour la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Comme interpellation ou comme action concrète que peuvent mettre en œuvre les organisations de producteurs ou autres organisations de la société civile, c'est d'accompagner les agriculteurs à mieux produire durablement en limitant leur utilisation des intrants chimiques de synthèse et en revenant davantage aux pratiques agroécologiques, l'agroécologie qui en fait aujourd'hui est un retour aux bonnes pratiques et comme un intervenant l'a dit, inscrit l'agroécologie pas seulement dans la production, mais dans les différents éléments des systèmes alimentaires. Organiser des campagnes d'éducation à la citoyenneté alimentaire et de consommation locale en impliquant les différentes parties prenantes, que ce soit les décideurs publics, les organisations de la société civile, le secteur privé, les organisations internationales, etc. Assurer le suivi des plans d'action nationaux inclusifs pour la décennie. Plaider pour des politiques en matière d'agroécologie, de réduction et de réglementation des intrants chimiques de synthèse. Et enfin, plaider pour un financement public adéquat des systèmes agricoles et alimentaires durables. Voici vraiment certaines mesures qui pourront être prises aussi bien au niveau politique qu'au niveau opérationnel pour que l'agriculture familiale, gage de production durable d'aliments, gage de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, qui préserve la biodiversité et l'environnement, puisse jouer pleinement son rôle. Donc, voici un peu le résumé de ce que nous voulons, j'ai bien voulu présenter au cours de ce panel. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Assokomaye pour cette présentation qui a été très intéressante et enrichissante, notamment sur certaines pistes d'action concrètes à mettre en œuvre. Nous avons quelques questions. Vu le temps, nous allons en sélectionner quelques-unes et demander à nos panélistes de bien vouloir nous donner des réponses assez concises et précises ou des pistes de réponse. Et nous allons pouvoir continuer la discussion et partager les autres réponses aux questions. Il y en a pas mal. Nous allons donc sélectionner un peu celles qui sont revenues dans le chat. L'une des premières questions qui est venue, c'était un peu d'identifier quelles étaient les activités sur lesquelles on devrait travailler de façon concrète pour la transformation. Et je pense que cette question était dirigée à Jean-Michel. Excusez-moi, comme il y en avait beaucoup, vous pouvez redire exactement le… Ah, je ne vous entends plus. Quelles sont les différentes activités sur lesquelles nous devrions travailler pour la transformation de l'agriculture familiale? Oui, vaste question. Non, non, en très très court, je pense que ça a été dit partagé par un peu tout le monde, quoi. Je pense que
la perspective d'une transition agroécologique me semble quand même assez importante, d'être un levier assez pertinent. Et du coup, moi, je serais plutôt en faveur de ce type de transformation-là. Et du coup, par contre, de penser cette transition agroécologique, non pas simplement, et ça a été dit et répété aussi, je pense que c'est très important de sortir de politiques simplement agricoles, sectorielles, mais de reconnecter effectivement avec les segments de la transformation et de la commercialisation qui doivent être aussi pensés de façon adaptée et contextuelle. Voilà. Que ce soit sous des formes de transformation artisanale, familiale, ou sous des formes industrielles, comme ça a été aussi proposé. Mais l'idée, c'est quand même de reconnecter mieux les politiques agricoles avec des politiques alimentaires. Je pense que ça, c'est quand même un des leviers assez forts, un champ d'action assez fort. Et si en plus, ça peut être sous l'égide d'une transition agroécologique, il me semble que ça offrirait des leviers assez importants pour les agricultures familiales. Mais je m'en tiendrai là parce que le temps a passé, que la question est large. Oui, c'est une question aussi qui est revenue sous plusieurs formes dans le chat. Et donc, merci Jean-Michel d'avoir essayé de brièvement répondre à cette question-là. Et je pense que plusieurs panélistes sont revenus là-dessus lors de leur présentation sur certaines activités qui pourraient permettre de faire cette transformation-là. Il y a une autre question qui est venue, c'était de savoir comment l'agriculture familiale peut changer la nature de la sécurité alimentaire en Afrique, dans un monde où les systèmes alimentaires sont de plus en plus globalisés et tenus par des grands financiers. Je pense que cette question était destinée à Dr. Guèye. Oui, je pense que toute la discussion que nous avons eue d'abord, on a parlé des potentialités, on a parlé comment on appelle ça, des contraintes, et on a également montré comment est-ce que nous soutenons cette agriculture familiale. Alors, dans un premier temps, il faut qu'on se dise qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à produire comme avant. Pour que l'agriculture familiale puisse adresser les problèmes de sécurité alimentaire, il faut et ça va avec la transformation, il faut qu'on modernise cette agriculture. Mais il faut qu'on fasse attention. Quand je parle de moderniser, je ne dis pas qu'il faut il faut détruire carrément ce qui se fait aujourd'hui pour passer à l'industrialisation. Non. Il faut qu'on essaie d'abord de comprendre les fondamentaux de cette agriculture. Qui sont les acteurs? Quels sont les problèmes? Et quelle est la performance de cette agriculture aujourd'hui? Et quelles sont les bonnes pratiques qui sont déjà, qui existent dans les différents pays, dans les différentes régions, districts, etc. Et voir comment est-ce qu'il faut mettre à l'échelle ces bonnes pratiques qui ne détruisent pas l'environnement, mais qui permettent d'augmenter la production et la productivité. Et je crois que c'est le défi de cette intensification durable de l'agriculture familiale qui est vraiment en question ici. Bon, pour augmenter la production, oui, mais il faut dire que, comme Benoît l'a dit, les agriculteurs familiaux aspirent également à augmenter leurs revenus et à contribuer à la sécurité alimentaire, non seulement de leur sécurité alimentaire, mais de contribuer à la sécurité alimentaire de ceux qui sont dans les villes, dans les centres urbains, etc. Alors, donc, il faut leur donner cette possibilité d'avoir accès au financement, d'avoir accès aussi aux nouvelles technologies et les former, comme j'avais dit au début, les former à pouvoir moderniser ce qu'ils ou elles. Mais dans cela, il faut dire que le rôle de la jeunesse, le rôle des femmes, et le plus souvent, c'est négligé. On ne met pas beaucoup d'accent sur cela. C'est absolument essentiel que maintenant, que l'Afrique puisse donner les moyens qu'il faut à sa jeunesse, les moyens qu'il faut à ses femmes pour qu'elles jouent vraiment le rôle qu'ils doivent jouer. Merci. Merci, Dr. Guèye. Je pense que votre intervention est super intéressante dans le sens où ça nous rappelle aussi le rôle de la jeunesse
une jeunesse grandissante, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi de la femme dans tout ce processus d'agriculture familiale-là. On l'oublie souvent, mais ce sont deux piliers importants et essentiels dans le processus de l'agriculture, mais aussi dans le processus d'atteindre les objectifs, essentiellement l'objectif 1.0. Vu que le temps a passé, nous allons d'abord remercier tous les participants, Jean-Michel Sourisseau, Dr Robert Pays, Benoît Thierry, Serge William Asoko-Maillé pour leurs interventions très intéressantes, pour leur disponibilité, mais aussi pour tous ces aspects d'idées et aussi de présentation de tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui va être fait et qui aussi lance un peu le débat pour les autres activités, dont une a été partagée tout à l'heure concernant la DNUAF, la conférence globale sur l'agriculture familiale. Merci à Jean-Michel d'avoir partagé le lien dans le chat. Et donc, on tenait à remercier l'ensemble des participants à cet atelier, à ce webinaire qui portait sur la sécurité alimentaire et la nutrition pour tous en Afrique, avec la question de comment exploiter le potentiel de l'agriculture familiale comme pierre angulaire de système alimentaire durable en vue de l'accélération des progrès vers la fin zéro en Afrique. Nous allons donc essayer de nous rapprocher de nos intervenants pour apporter des réponses aux questions additionnelles qui n'ont pas pu être répondues lors de cette session et partager avec tous les participants les notes de cette intervention ainsi que, oui, je viens de voir quelqu'un demander de partager l'enregistrement. Nous allons faire un suivi quant à cette session. Encore une fois, merci à tous et nous espérons vous revoir dans 4 semaines lors de notre prochain webinaire du 5 décembre qui va porter sur la réduction des pertes, les pertes dans le système agricole. Merci à tous et bonne journée et à très bientôt, nous l'espérons. Au nom du CERFAM, je vous remercie tous. Et de merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.